Previously, on Vous êtes tous des enculés. Comment se meut-il, comment se meut-elle, comment se meut-on? Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Toutefois, il suffit d'une loupe pour que l'univers devienne un village, pour que 14 milliards d'années deviennent une génération, et nous voilà tout à coup, conjointement à la croisée des chemins de l'espace et du temps, et au centre de l'univers. And let me tell you, there are some sins that even your imaginary God can never forgive. Le fait qu'ils sortent de l'imaginaire ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Pour un grec, le cosmos est fractal. Et puis sur ma petite poupette avec quoi, hein? Et qui s'en était sorti avec juste une bite coupée. Tu peux te brosser, Martin. Et un tout petit zizi. Voici la négociation préalable à la décision divine de brûler Sodome. And I slaughtered them like animals. Rire, c'est bon pour la santé. Chacun sait que les anges n'ont pas de sexe. On ne sait pas pourquoi, mais Dieu les a fait comme ça. En revanche, les anges ont un cul. Mais là, je dois partir, j'ai girafe piscine et je suis à la bourre. Le temps! Qu'est-ce que le temps? Drink Quetta-Cola, the energizing drink with radioactive quanta extract. Quetta-Cola, the drink for today's youth. Be cool, be you. Drink Quetta-Cola. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Ainsi voit-on le dominant occuper un rôle actif et le dominé occuper un rôle passif. Dans la société, oui, mais dans l'alcôve. Are you a slave, Khaleesi? L'histoire conjugale de Daenerys commence par un viol où Khal Drogo la prend, sans consentement, par derrière. La puissance du violeur est celle du premier consul, celle de l'empereur, celle du prédateur, celle du dominant. La faiblesse de la proie, de la victime dominée, est celle d'un objet assorti d'une fonction. Un stylo a pour fonction d'écrire, on peut le posséder, on peut le mâchouiller, on peut le dégrader, on peut le jeter ou le détruire quand on en a marre d'écrire. Une épouse a pour fonction d'assouvir le repos du guerrier et de fabriquer le fils du guerrier. Et Daenerys pleure en prenant la mesure de sa destinée. Or, on lui mettra la puce à l'oreille en lui glissant qu'ordre et désordre ne sont que questions de perspective. Qu'elle réfléchisse à Khal Drogo, lui qui se trouve au sommet de la hiérarchie Dothraki. Il peut tuer n'importe quel homme du clan, enculer n'importe quelle femme du clan, manifester sa domination à travers tout acte et toute décision. Mais alors qu'il occupe cette position constamment active, alors qu'il conduit ou qu'il pilote sa destinée, il est esclave de sa position, il y est emprisonné. Le dominant peut tout, sauf être dominé. Alors une esclave dira à sa Khaleesi la conduite à tenir. C'est elle qui dominera le Khal au lit, c'est elle qui occupera la position active, c'est elle qui le soumettra en le mettant sous elle plutôt qu'en le laissant derrière elle. And the Dothraki take slaves like a hound takes a bitch. I don't think that Drogo will like it with me on top. Khal Drogo refusera, puis apercevant la puissance de son épouse, ou percevant sa propre faiblesse, il cédera. Very good, Khaleesi. Daenerys semble avoir entendu la maxime stoïcienne. Le courant entraîne qui résiste et conduit qui consent. Et c'est ainsi que Khaleesi a consenti. Elle a chevauché le chevauchant, pourtant en consentant, Daenerys est demeurée soumise à l'institution du mariage. Elle est demeurée soumise à sa fonction, elle n'a pu que faire évoluer quelques-unes des modalités de sa condition. A-t-elle aimé? Fut-elle aimée? Peut-être et peut-être, mais là n'est pas la question. Qu'a-t-elle choisi, Khaleesi? De tomber à des coordonnées de l'espace et du temps où la loi salique s'applique? D'être vendue ou troquée par son frère pour les besoins de sa guerre? D'être mariée à un homme, lui étant en tout point étranger? D'être violée lors de sa nuit de noces et lors des nuits d'après? D'avoir séduit et conquis son violeur, voire de l'avoir aimé et de s'en être fait aimer? Mais le choix est toujours moins important quand on trouve l'essentiel du pouvoir dans le sang. L'hémoglobine décidera que l'on soit faible ou puissant.
Ainsi Khaleesi portera bientôt dans son ventre un petit être qui, alors qu'il n'aura encore rien accompli, sera l'étalon qui montera le monde. Il s'agit bien d'une saillie, ce sera l'étalon qui enculera le monde, il est cet étalon avant même son premier cri, car il est fils de Khal et fils de Khaleesi. Les choses se passeront autrement pour lui, les sabots de cet étalon ne frapperont jamais la prairie, et Khaleesi donnera naissance à d'autres êtres de puissance, des dragons. Des dragons dont la force leur confère tous les droits. What do dragons eat, anyway? Whatever they want. Daenerys se trouve dans une impasse, oserais-je dire un cul de sac. Elle croit en la loi du sang. Elle légitime sa position et son droit au trône par le sang. Mais sa fausse couche l'a rendue stérile, son sang ne la transcendra pas. Elle a 3 dragons, les 3 derniers qui vivront et mourront sans descendants. Elle a une armée de Dovageri, une armée d'hommes violents et impuissants. Et elle se fait appeler Maman. Stérilité, infécondité, impuissance, surpuissance, des forces contradictoires assemblées et combinées au sein de sa singulière maternité. Une maternité coûteuse pour la mère des dragons, une maternité coûteuse pour la mère d'un peuple, et un sang qui cessera de compter quand elle apprendra que ses veines ne sont pas les dernières à le sentir couler. I am Daenerys Stormborn of the blood of old Valyria, and I will take what is mine. With fire and blood, I will take it. La chanson n'est plus tant de glace et de feu que d'or et de sang. Or, sans or... Yes, my lady, but not with my ships. Depuis le moment où Viserys troque sa sœur contre une armée, Daenerys se forge une idée de ce qu'est un coût et de ce qu'est un prix à payer. I would let his whole tribe fuck you. All 40,000 men and their horses too, if that's what it took. Elle se forge une idée de la puissance et de l'impuissance. Et dans le foyer de sa forge finiront par couler l'or et le sang. A crown for a king. L'armée des morts est, elle aussi, une armée d'impuissants. Une armée d'impuissants qui combattent sans solde et dans les veines desquelles ne coule pas de sang. Les armées qui s'affrontent sont divisées en deux, celles qui soufflent le froid et celles qui soufflent le chaud. Mais on le sait désormais, on ne divise pas par inadvertance. Je crois qu'on peut voir une armée des morts dénuée de sang et d'or, une armée des vivants mue par le sang et l'argent. Cela pourrait ressembler au monde que nous connaissons, quelques familles de haute lignée au sang privilégié disposant de richesses et de propriétés, et le reste de la population, la populace sans dents, sans argent, avec de l'amertume dans le sang, puissant contre impuissant. Selon la manière que l'on a de diviser, on détermine quelle armée on a envie de voir gagner. Le cursus de Daenerys est celui d'une constante bascule entre la puissance et l'impuissance. Et les fluides qui lubrifient la mécanique de cette bascule sont l'or et le sang, comme apparemment partout dans le royaume des vivants. And have you bled yet? La bascule se produit quand l'enculeur est enculé, la bascule se produit quand l'enculé encule. Dracarys. Et il est facile de trouver le moment où s'opère cette bascule, c'est le moment où Daenerys refuse qu'on l'encule. Bien sûr, étant sous-équipée pour l'enculage physique, elle devra occuper une position d'enculage symbolique. Pour ce faire, elle devra cesser d'être passive et prise par derrière, elle deviendra active et prendra les devants. L'ordre du foyer ne lui intimera plus d'être dominée, elle s'érigera en dominant, elle ne sera plus montée, elle s'élèvera en montant. I have the high ground. Or, on peut questionner ce symbole. Ce symbole est grec et romain, il relève du cosmos, il dit tout ou rien. Il est essentialisant. Il dit que si on embrasse un seul des termes d'une colonne, on est substantiellement ce que contient cette colonne et l'on cesse d'être ce que contient l'autre colonne. Ainsi, quand le passif devient actif, la chute de Domino démarre et tous chuteront de façon aussi inéluctable que la chute de Rhin et la chute de l'Empire romain. What is the most basic article of faith? This is not all that we are.
See, the difference between you and me is I know what that means and you don't. Qui était dominé devient dominant, qui était enculé devient enculant, qui était donnant devient prenant. Oui, mais voilà. Dans la liste binaire, tout semble simple, noir ou blanc, or dans la vie réelle, ainsi que le dit Michael Jackson, tout n'est que dégradé de gris. C'est de l'ignorance. Je crois volontiers que les éléments de cette liste binaire pourraient être choisis au gré d'un individu circulant entre les colonnes en zigzag. Et qu'est-ce que ça veut dire en zigzag? Allons-y, et zig à gauche, et zag à droite, et zig zig zig, et zag zag zag. Et zig à droite, et zig à gauche, et zig zig zig, et zag zag zag. Allez. Et zig à droite, et zig à gauche. Et zag à droite, alors, allons-y. Et zig à gauche, et zig à droite, et zag zag zag, et zig zig zig. Allez, allons-y, encore un peu. Allons-y. Moi, je vais zigzaguer en ligne droite. Zigzag à gauche, zigzag à droite. Et zig à gauche, et zag à droite, et zig zig zig, et zag zag zag. Mais les Grecs et les Romains sont comme Krillin. Il leur apparaît beaucoup plus simple, beaucoup plus sain, de choisir une ligne et de s'y tenir comme le corbeau de la fable tient à son sein Marcelin. Zig zig zig, et zag zag zag. Et allez, tu peux abandonner tout de suite si tu veux. Hein? Je suis désolé. La raison commanderait que l'on écoute Tortue Géniale et que l'on abandonne la facilité du chemin qui va tout droit et que l'on embrasse le circuit qui zigzague. Et zig à gauche, et zag à droite, et zig zig zig, et zag zag zag. Mais croyez-vous que les civilisations se soucient de ce que la raison commande ou de ce que Tortue Géniale recommande? Tristement, non. Back to the future. Pourtant, si cosmique soit-elle, cette liste n'est qu'une suite de décrets, elle est arbitraire, elle est déclarative, et ne devient performative que si l'on lui prête ce pouvoir. À titre personnel, je n'aime pas me soumettre aux listes sauvages, c'est-à-dire aux listes que je n'ai pas dressées moi-même. Que serions-nous si les listes pouvaient nous donner des ordres? I'm sorry, am I hallucinating or did you just give me an order? Voyons donc quelles hypothèses sont sous-jacentes à celle-ci. L'actif est celui qui pénètre. Soit, discutons. Imaginez un homme installé en étoile de mer, immobile, nu et sur le dos, au beau milieu d'un lit. Il est en érection et sa femme le suce. Dans quelle mesure peut-on le dire actif? L'érection seule suffit-elle à lui octroyer le statut d'actif? D'un point de vue physiologique, ce serait faux. Bien sûr, nous possédons aujourd'hui des connaissances anatomiques que les Grecs et les Romains ignoraient tout à fait, et il se trouve que le fonctionnement de l'érection procède d'un mécanisme qui les contredirait. Le corps d'un être humain peut être soumis ou non à la décision. Ainsi, on respire sans le décider, mais on peut aussi décider de respirer. En revanche, il est impossible de se suicider en décidant de cesser de respirer. Le manque d'oxygène provoquerait un évanouissement à l'occasion duquel la fonction respiratoire automatique reprendrait toute seule. Et il est très peu probable qu'on arrive jusque-là, ce qui se passe plus tôt et plus tôt, est que, une fois arrivé à bout de souffle, on reprenne sa respiration parce qu'on n'a pas le choix. On peut décider d'ouvrir une porte, le cortex préfrontal réalise une opération que l'on appelle décision, en découlera un ordre qui circulera jusqu'au bras, bientôt se lèvera la main, qui, sur la poignée de la porte, s'échouera, qui, sous la pression, s'ouvrira. Oui, mais voilà, selon ce qu'il y a derrière la porte, ça ne se passera pas nécessairement comme ça. Sarah Connor. C'est à côté. Sarah Connor. Oui. Là encore, on n'a pas le choix. Ainsi, même si on a un cortex préfrontal et un bras, une poignée en métal et une porte en bois, il n'est pas dit qu'on puisse l'ouvrir, il est même probable qu'on soit amené à la fermer. I think that... Oh, come on. Shh. You know it's just as loud as... Everybody shut up! Et l'érection, me direz-vous? Eh bien, pour comprendre l'érection, il faut comprendre ce qui se passe quand il n'y en a pas. Quand il n'y a pas d'érection, on continue de respirer, on continue de cligner des yeux, et le cœur continue de battre, et pour ceux qui en doutent, on peut aussi ouvrir et fermer des portes. Il y a ainsi une foule de fonctions, réflexes ou non, qui s'exécutent, et des muscles qui se contractent et se décontractent.
Parmi ces muscles, il en est un qui opère une occlusion, à la manière d'un sphincter, et qui contrôle la voie d'irrigation sanguine des corps caverneux du sexe masculin. Ces corps caverneux, quand ils sont gonflés de sang, augmentent le volume et la dureté du sexe masculin qui est alors dit en érection. Ainsi, quand le muscle est sous tension, c'est-à-dire dans la position de contraction, la voie d'irrigation est fermée. Si la voie d'irrigation est fermée, les corps caverneux sont incapables de se gorger de sang et l'érection est impossible. Or, ce muscle, comme la plupart des muscles de notre corps, ne répond pas à la volonté. On ne peut pas décider de faire passer de l'état contracté à l'état décontracté ce muscle. Il en résulte que l'érection ne peut faire suite à une décision. Mieux, l'érection dépend de la décontraction, c'est-à-dire d'une forme de relâchement, voire d'abandon. Ah, bandon. On peut décider de respirer, on peut décider de cligner des yeux, on peut décider de fermer une porte, mais on ne peut pas décider d'entamer ou d'achever une érection. Quand un médecin étudie le cas d'un patient qui le consulte pour des troubles de l'érection, une des premières questions qu'il pose concerne les érections matinales. Si le patient n'a jamais d'érection matinale, il est envisageable qu'il souffre d'un trouble moteur. Si le patient a des érections matinales, il est probable que les troubles soient d'ordre psychologique, notamment les tensions qu'il rencontre dans sa vie en général ou dans sa vie amoureuse en particulier. Les tensions de quelque nature qu'elles soient encouragent plus volontiers les contractions que les décontractions. Et l'on sait désormais que, sous la tension, le muscle à qui l'on doit l'érection se contracte et la rend impossible. Ainsi, si votre partenaire est un homme qui a un problème d'érection, vous n'avez qu'une chose à faire. Jugez-le et dites-lui bien fort « Mais allez, quoi, tu vas te détendre à la fin !» Ça devrait le calmer et tout devrait s'arranger. Quoi qu'il en soit, je veux prouver ici que non, l'érection n'est pas un mécanisme qui place l'homme en position active, mais plutôt en position passive. C'est notamment pour cette raison que le sommeil engendre tant d'érections. J'en reviens donc à mon propos de tout à l'heure, vous savez, avec l'homme en étoile de mer sur le dos, et j'établis que non, l'érection n'est pas une condition recevable pour décréter l'homme actif. Si ce n'est l'érection, me diront les plus grecs et les plus romains d'entre vous, ce doit être la pénétration. L'homme qui pénètre est actif, cela tombe sous le sens. Pardonnez-moi, amis grecs, pardonnez-moi, amis romains, mais de cela aussi je veux discuter. Dans la situation que j'ai décrite, l'homme est immobile et inactif, en dehors de l'érection dont je rappelle qu'elle se trouve hors du spectre de sa décision. Celle qui est mobile et qui s'active, c'est la femme qui lui administre la fellation. On pose que c'est elle qui subit ici l'acte de pénétration, un de ses orifices étant rempli par un objet. Pardon, mais non. Quand vous saisissez la poignée, vous n'êtes pas pénétré par la porte. Une femme qui saisit une bite dans sa bouche ou dans sa main ne me semble pas pénétrée. Elle me semble au contraire celle qui prend, comme on prend les choses en main. Et là encore, l'étymologie va soutenir mon propos. Etymology. Prendre, du latin prendere, saisir, variante de prehendo, provenant elle-même d'un verbe endo apparenté au mot anglais hand, la main. I name you Hand of the Queen. Et il est encore intéressant d'observer comment le corps et la pensée s'attachent à la propriété. Je possède une maison, j'en suis le maître. Je possède un sujet, je le maîtrise aussi. Appréhender et comprendre sont aussi là pour nous le rappeler. Ainsi, la femme qui saisit une bite dans sa bouche, qui la contient, qui la prend, est celle qui me semble active. D'autant que nous avons toujours notre homme en étoile de mer pour lui faire concurrence, et il ne fait vraiment pas le poids. La femme de mon exemple est donc active, ce qui se traduit par de l'agitation, notamment au niveau moléculaire. C'est elle qui, au cours de cette opération, va dépenser le plus d'énergie. Nul besoin d'être Laplace ou Lavoisier pour comprendre lequel des deux participants de ce système va dégager le plus d'énergie. Le bilan thermodynamique du point de vue de la femme va consister en une conversion de ses réserves en émission de chaleur, cependant qu'elle contractera et décontractera ses muscles au cours de l'opération. Notons à toutes fins utiles qu'à ce stade, tout ce que fait la femme de mon exemple procède de sa volonté, ce qui la rend, à mes yeux, encore plus active.
On peut se faire sucer par inadvertance, par coïncidence, sans l'avoir demandé, et même dans son sommeil, mais il est impossible de sucer sans le faire exprès. Il est courant qu'en fin de fellation, il y ait un transfert de protéines de l'un à l'autre des partenaires, mais la quantité d'énergie concernée est très loin de couvrir l'intégralité des dépenses. Il est aussi courant que l'excitation de la femme augmente au cours de la fellation, ce qui la conduit à sécréter de la cyprine, mais je diverge, et comme dirait Pierre, diverge c'est beaucoup pour un seul homme, mais il faut admettre que cyprine c'est pas mal non plus pour une seule femme. La cyprine tient d'ailleurs son nom de Cypris, un surnom latin donné à la déesse Aphrodite. Mais bon, revenons-en à nos suctions. L'hypothèse gréco-romaine de la pénétration active et de la passivité de qui la reçoit consisterait à décréter que quel que soit l'orifice pénétré, il appartient à un individu passif, que ce soit un homme ou une femme. Or, les femmes n'étant jamais capables d'être pénétrantes sont obligatoirement reléguées à la passivité. Ce serait dans leur nature, soumises et passives, à leur bonne place dans l'ordre des choses. Or, ce besoin de soumission est un besoin de pénétration. Une femme soumise a besoin d'être pénétrée pour s'épanouir dans sa passivité. Or, il n'y a pas toujours à portée de main un homme de bonne volonté, c'est pourquoi, et cela peut surprendre, les femmes sont prêtes à tout pour se soumettre à n'importe qui, à n'importe quoi, y compris aux fruits. Non, mais si, bien sûr. Non, les fruits. Prenons l'exemple de la banane, qui est un excellent succès d'année d'homme, bien des femmes vous le diront. Bien des femmes vous le diront. Il paraît que déjà au jardin d'Éden, la banane aurait bien pu devenir le fruit du péché. Non mais ça s'est joué à une voix près, mais qu'importe, faisons connaissance avec elle. Elle a l'air innocente dans sa robe jaune. Elle vous semble démunie, prête à être cueillie, mais ne vous méprenez pas, derrière ses allures de faible fruit, la banane cache un pouvoir de domination qu'elle entend déployer sans faire de bruit. Les femmes, croyant bêtement manger un fruit, se font pénétrer par la banane qui de facto devient active et de facto les rend passives. Ipso facto et manu militari. Vous voyez ainsi des milliers, des millions, des milliards de femmes passives devant la banane. La preuve est faite de leur inhérente passivité, et ce n'est pas sans risque car la courageuse banane est exposée à des dents et des mouvements qui peuvent l'endommager. Mais ce n'est pas la règle. La plupart des femmes mènent à merveille leur mission de soumission, et elles y mettent du cœur car elles savent qu'elles sont au service de l'ordre des choses. Un ordre qui est une injonction de soumission. Vous pouvez arrêter de la regarder, c'est juste une vidéo qui dure 3 secondes et que j'ai mise en boucle. Le but de cette démonstration est de montrer que non, la position de l'homme que j'ai décrit n'est pas active et que la position de la femme n'y est pas passive. On peut le décréter si on veut, cela n'en fait pas une réalité. Etymology. Le mot fellation vient du latin fellare, qui décrit aussi bien la tétée d'un nouveau-né mis au sein de sa mère que le suçage décrit plus tôt. Et je veux bien considérer que la femme allaitante soit passive, voire qu'elle n'en fasse pas le choix, comme ce fut le cas d'Héra lorsqu'elle a lacté la voix, mais je ne veux pas considérer qu'une femme suçante soit passive, elle qui déploie toute l'énergie et les décisions au cours de l'opération. Il est une pratique qui placerait la femme suçante en position passive, une pratique qui s'appelle l'irrumation et au cours de laquelle elle resterait immobile pendant que son partenaire opérerait un mouvement de va-et-vient avec son bassin. Mais que cela ne nous perturbe pas, ici il n'est pas question de cela. Ici, il est question de dire que les décrets, et autres listes arbitraires, ne sauraient emprisonner l'acte de sucer. On sait qu'un acte sexuel serait impossible si les deux partenaires étaient passifs en même temps, qu'il s'agisse de l'enculage, du suçage ou du parapluie pékinois. Mais rien ne nous empêche de concevoir un acte où les partenaires sont actifs en même temps, ou actifs et passifs à tour de rôle. C'est une vision moderne de la sexualité, enfin moderne, en comparaison de la vision gréco-romaine particulièrement rétrograde. Ah, ils s'en foutent ces Romains. D'ailleurs dans cette vision, si la femme a le droit, voire l'obligation de prendre une bite dans la bouche ou dans le cul, il n'y a pas de droit ou d'obligation qui concerne son plaisir à elle. À la rigueur, si ça lui plaît de prendre une bite dans la bouche ou dans le cul, c'est tant mieux pour elle, mais c'est un bénéfice collatéral, pas un objectif. Dans le cadre de la sexualité au foyer, le corps de la femme est mis au service de la reproduction. Dans le cadre de la sexualité hors du foyer, le corps de la femme est mis au service du plaisir masculin. Et la dichotomie actif-passif, enculeur-enculé, dominant-dominé,
prend un sens tout particulier quand elle est envisagée sous le prisme du plaisir. La femme n'est alors jamais celle qui doit le prendre. Elle a même le droit de ne pas donner de plaisir dans le cadre du foyer, après tout, nul besoin d'être ceinture noire en galipette pour procréer. C'est dans le fait de donner et prendre du plaisir qu'elle est dominée puisque son plaisir est nié. Cet état la place dans une position de donneuse et place l'homme dans une position de preneur. Par extension, l'être le plus puissant sera le preneur universel, l'être le plus faible sera le donneur universel. Or, dans l'univers, dans le cosmos, grec et romain, la puissance s'accorde au masculin. Et cela pose une foule de problèmes, parce que la prise de plaisir est polymorphe. Et si l'homme le plus puissant de la Grèce antique prenait du plaisir en se faisant enculer? Ce serait un vrai dilemme. En embrassant son plaisir, il provoquerait le chaos, puisqu'il bousculerait l'ordre qu'il a placé tout en haut, et en reniant ce plaisir, il se refuserait à le prendre alors qu'il est le preneur universel. C'est une vraie tragédie, tout à fait grecque. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, la partie la plus simple. Imaginez qu'on prenne du plaisir en donnant. On peut prendre du plaisir en donnant, en se donnant. Mais alors, comment fait-on si on est un grec ou un romain dominant? Si on donne du plaisir, on renie sa place dans l'ordre de l'univers. Si on n'en donne pas, on est également privé de ce plaisir et l'ordre de l'univers n'est pas non plus respecté. L'ordre conduit implacablement à priver de donner ou contraindre de donner. Deux terribles exigences. Le pouvoir refuse le droit d'être faible, or nous sommes forces et faiblesses, et c'est là que le bas blesse. Plus composite encore, et si l'on n'adhère pas à la vision et à la division de dominant et dominé, si l'on cherche des harmonies qui placent les partenaires à égalité, loin des échelles graduées. Et si l'on mélangeait tout? Et si l'on prenait parfois du plaisir dans l'égalité, dans la domination à quelques degrés, et dans la soumission également à quelques degrés? Alors, il y aurait à prendre et à donner en fonction d'autre chose que le statut conféré par la liste. Allons-y, et zig à gauche, et zag à droite, et zig zig zig, et zag zag zag. Et zig à droite, et zig à gauche, et zag zig zig, et zag zag zag. Chacun serait preneur et donneur au gré du vent, ou plus vraisemblablement, au gré des désirs du moment, de la forme, de l'état d'esprit et de tout ce qu'on veut finalement. Vous vous rappelez l'histoire d'Isidore, l'homme qui briguait un mandat à Pompéi et qui avait été la cible de graffitis disant ironiquement « Votez pour Isidore comme édile, il est le meilleur au léchage de chatte ». Eh bien, au lieu de voir sa réputation ternie, on se serait dit « Tiens, voilà un homme qui aime que sa femme prenne du plaisir. Ça me le rend sympathique. C'est possible. » Dans la 4e dimension. Mais hors de la 4e dimension, l'injure demeure pour tous et toutes. En Espagne, il y a quelques années, à l'occasion de quelque affaire, on avait vu fleurir un peu partout des hijos de puta à l'intention d'hommes politiques divers. Fils de pute en espagnol dans le texte. On est habitué à voir les politiciens affublés de noms d'oiseaux, mais ce à quoi on est moins habitué, c'est ce qui s'est passé ensuite. Des prostituées se sont regroupées pour manifester et assurer à toute la population espagnole que non, ces politiciens n'étaient pas leurs fils et qu'elles n'y étaient pour rien. Il faut avoir une sacrée dose d'humour et autant de suite dans les idées pour partir de là et aller manifester. Moi, ça m'avait mis dans tous mes émois. Cela étant posé, dans ce cas aussi, il convient d'interroger l'injure. Fils de pute. C'est établir que si un homme se comporte mal, c'est à cause de sa mère. Elle est responsable d'un choix coupable. Elle aurait pu être rentière, mère au foyer, comptable ou caissière à mammouth, mais non. Elle a choisi de vendre son corps pour nourrir son enfant, alors qu'elle pouvait aisément faire autrement. L'enfant est innocent, même une fois adulte, et c'est sa mère, la pute, qui porte toute la responsabilité. Quelle idée, après tout, de se prostituer. Condamnons les femmes. C'est vrai, ça, c'est plus simple. En anglais, on utilise assez peu « son of a whore », qui serait l'équivalent le plus rigoureux de notre fils de pute à nous. On lui préfère un fils de chienne qui se dit « son of a bitch ». L'expression, toute généalogique, accuse encore la génitrice d'un abruti d'être responsable du fait que cet abruti est un abruti. Lui n'y est pour rien, la responsable c'est encore sa mère, en l'occurrence une chienne.
If there's something wrong with the bitch, then there's something wrong with the pup. Bitch! Mais pardonnez-moi, ce serait mal d'être le fils d'une chienne? Laissez-moi vous raconter quelques bricoles à propos de l'éducation qu'une chienne administre à ses chiots. Dans les premières semaines de l'existence des chiots, leur mère est un exemple de douleur sacrificielle. Elle a 5 paires de mamelles, elle peut donner naissance à 5 ou 15 petits, et elle subit leurs assauts constants. Dans les premiers jours, les chiots sont amorphes et ne peuvent que manger et dormir, et s'ils sont mignons quand ils dorment, ils savent se montrer effrayants et éprouvants quand ils mangent. Imaginez la mère qui allaite, par ses 10 mamelles simultanément tétées, qui est pompée, mordue, bousculée, et dont l'abdomen est un terrain de bataille pour l'accès à la corne d'abondance qu'elle incarne. Plus tard, les chiots ouvrent grand les yeux dans leur période d'éveil et rapidement se mettent à jouer. Courir, rouler, mordre, chuter, sauter, les chiots turbulent et leur mère tolère tout de ces chiots turbulents. Tout? Vraiment? Non. Pas tout, pas tout à fait tout. Leur mère interdit une chose, une seule, on ne défèque pas à proximité du couchage. Si cette règle est respectée, on peut mordre à belles dents l'oreille de maman. On peut lui sauter à 4 pattes sur le ventre pendant qu'elle tente de faire la sieste salvatrice dont elle pensait naïvement qu'elle compenserait son énième nuit blanche. On peut lui percuter le crâne en courant parce qu'on ne maîtrise pas son freinage de bout de course. Quand on est chiot, on peut faire tout cela à sa maman. Jusqu'au jour où maman dit non. Le jour du non de maman est à marquer d'une pierre aussi blanche que ses nuits. C'est la première fois qu'elle refuse un excès, une incursion ou une pitrerie. Ce jour survient aux alentours de la 6e semaine et c'est alors que la chienne instruit ses chiots d'une façon fondamentale. Son avant-dernier, un peu gras et joueur, avait pris son élan et s'était précipité sur elle pendant son sommeil. Il lui avait embouti la truffe et avait entrepris de lui croquer les babines. Il s'attendait à la réaction habituelle de sa mère, victime consentante, lassée et endurante, fatiguée et bienveillante, capable de subir tous les assauts. Or, au lieu de cela, le chiot entend pour la première fois de son existence cet aboiement de sa mère, la corne d'abondance est dressée, et elle semble prête à charger. Elle vient de dire son premier non devant une assistance médusée. Tous les chiots de la portée sont interloqués, frappés par la douceur muée en puissance. La chienne, debout, est une montagne pour eux, elle vient de cesser d'être leur inconditionnel terrain de torture et de jeu. Ce qui vient de se passer sous vos yeux est primordial, vous venez d'assister au moment où un chiot dit adieu à sa liberté absolue. Liberté absolue en lieu et place de laquelle il voit poindre l'immense étendue du relatif. Ils viennent de quitter le confort de la liste. Peut-on déranger maman? Ni oui ni non, ça dépend. Peut-on embêter maman? Ni oui ni non, ça dépend. Peut-on mordre maman? Ni oui ni non, ça dépend. Peut-on réveiller maman? Ni oui ni non, ça dépend. Peut-on téter maman? Ni oui ni non, ça dépend. Plus rien n'est certain. Désormais, il faut demander, il faut attendre d'obtenir un consentement ou accepter que ce consentement ne vienne pas et alors on se fera une raison. Le chiot n'a plus tous les droits. Il doit coordonner ses désirs avec les droits des autres, à commencer par les droits de sa maman. Auparavant, il appliquait une vision binaire du monde, manichéenne. Le mal était de déféquer à proximité du lit, le bien c'était tout le reste. Dorénavant, il n'y a guère de tout noir et de tout blanc, il n'y a plus d'absolu, il n'y a que du relatif. Et quand le relatif implique quelqu'un d'autre, on voit poindre la nécessité du consentement. Nous sommes ici témoins d'une forme de morale canine inculquée par la mère. Elle enseigne à ses chiots la nécessité de comprendre et d'accepter « pas maintenant, pas cela, pas avec toi, non, jamais ». Not today. Alors je pense à cette injure consistant à dire à quelqu'un qu'il est un fils de chienne. Cette injure fait de lui un chiot. Et s'il est un chiot de plus de 6 semaines, il porte un jugement relatif sur ce qu'il est en droit ou non de faire avec autrui. Il comprend et accepte le non de l'autre. Il conditionne son comportement par l'obtention ou non du consentement. Si c'est cela être un fils de chienne, je crains que nous en manquions.
Quand on adopte un chiot, il faut l'accueillir dans son nouveau foyer après ce rituel de passage qui a lieu, je le rappelle, aux alentours de 6 semaines. On considère que la période la plus favorable se situe entre 8 et 10 semaines, démarre alors le moment où un chien et un humain coordonnent ensemble leur vie commune. C'est beaucoup plus facile à réaliser lorsque le chiot est passé dans les savantes papates de sa maman. Ainsi, à la maison, le chien ne sera pas surpris que tout ne soit pas permis. Faire pipi sur l'herbe verte et douce du jardin, c'est bien. Sur le tapis perçant du salon, non. Sur le chat perçant du voisin, c'est bien. Non, je le connais, ce chat, il passe son temps à tuer des oiseaux et des lapins. Le chiot est capable de déduire de cette relativité une foule de nuances sur le fonctionnement de la vie en société. Ne me touche pas ici, ne me touche pas ici, maintenant. Ne me touche pas ici, maintenant, de cette manière-là. Combien de femmes auraient-elles été épargnées si, en lieu et place d'hommes fils de femmes, elles avaient été exposées à des hommes fils de chiennes? Dès lors, je refuse que cette expression soit une injure. Dieu reconnaîtra les chiens.